Bonjour à tous et bienvenue sur Franc-Parler, l'émission où les invités n'ont pas la langue dans leur poche. J'espère que vous ne l'aurez pas. Xenia Fedorova, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été présidente de Russia Today, donc RT en France, donc en français, jusqu'en 2023 si je ne m'abuse. Absolument. Et aujourd'hui vous travaillez donc pour C8, vous animez une émission. Je fais une série de commentaires pour C8, tout à fait. Ouais. On y reviendra rapidement, je vous poserai une question sur ce sujet. Donc vous allez sortir début mars, il me semble que c'est le 6, un livre sur donc Bani, c'est le titre, qui raconte, enfin vous nous en direz plus, mais qui raconte l'histoire de votre passage à RT, notamment à partir du déclenchement du conflit en Ukraine. Et donc ce que vous en avez pensé, ce que vous avez vécu et les conclusions que vous en tirez. Alors d'abord, je vais commencer par vous poser quelques questions sur vous, pour vous présenter un peu, vous situer un peu, et puis après on partira sur le sujet qui nous intéresse plus particulièrement de votre ouvrage. Donc vous êtes de nationalité russe, vous n'êtes pas d'origine russe, vous êtes né en Russie, vous êtes né à Kazan. Et je voulais vous demander d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la ville de Ivan le Terrible, prise par Ivan le Terrible, pour venir travailler en France? En France. Non, mais en fait, il faut commencer probablement par le fait que j'étais née en Union soviétique, un pays qui n'existe plus. C'était à Kazan, évidemment, parce que mon père était militaire et en fait, il a travaillé dans plusieurs villes dans l'Union soviétique. Et ma mère, qui était journaliste, avec ses enfants, elle la suivait. Et donc, tous mes frères et sœurs, on est 7 dans la famille. Moi, je suis la 5e. On est beaucoup, en fait, on était nés dans les endroits différents. Et on est déménagé à Moscou, on est retourné à Moscou quand j'avais 3 ans. Donc je parle un petit peu de ça dans mon livre, même si je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même beaucoup. Mais je raconte une histoire, comment on a déménagé à Moscou et comment ma vie a changé après la mort de mon père et quand ma mère a décidé de partir de la Russie en un moment pour habiter en Autriche. Donc moi, je suis quelqu'un qui pas seulement russe, mais aussi a eu la chance de sentir sa vie européenne, on peut dire, même si c'était dans le pays. Je n'ai jamais habité avant en France, mais j'ai habité, comme je dis, en Autriche et j'ai beaucoup voyagé. À Berlin aussi, vous avez fait des... Oui, exactement. J'ai fait mon MBA à Berlin. J'ai aussi également travaillé à Berlin en tant que le chef d'une agence de news dans le même groupe, RT. Et en France, déjà, je dois dire que je toujours avais ce sentiment hyper chaleureux vis-à-vis de la France, la culture, la littérature. Et j'adore votre langue, même si je n'arrive pas à la maîtriser parfaitement et je parle toujours avec les fautes et les erreurs. Mais quand même... Vous vous débrouillez très bien pour l'instant. Je n'ai pas le choix, j'essaie. Mais c'est vrai que je suis allée en France avant que je suis devenue la patronne de RT France. Donc, j'étais vraiment... j'étais très contente d'apprendre que j'étais choisie pour diriger un média en France à l'époque. Et j'avais beaucoup d'espoir et je pensais que franchement ça va être génial. La France, le pays de liberté d'expression, toutes les libertés. J'ai connu la France un peu par les littératures. Évidemment que je lis les classiques comme Alexandre Dumas. Mais j'ai toujours senti que bon, c'est le pays où je voudrais bien travailler, habiter, etc. Et donc je suis arrivée en France pour commencer cette aventure, une chaîne RT France qui en fait une chaîne en français était une chaîne en français avec les journalistes français. Et l'aventure, c'était créer l'entreprise, trouver les journalistes, lancer la chaîne et diriger cette chaîne. Évidemment, ce que je fais, la première pas, c'était, je regardais avec les avocats qu'est-ce que je dois faire pour complètement respecter toutes les règles, le droit français. Et en fait, on a décidé de demander une licence, signer une convention avec le CSA. Aujourd'hui, ça s'appelle l'ARCOM. Comme on dit en France, un gendarme audiovisuel, c'est ça. Donc,
pour moi, c'était absolument clair que je veux être absolument transparente. On n'a jamais caché qu'RT, ça fait partie d'un groupe qui est sponsorisé par la Russie, par les fonds publics russes. Et comme RT déjà existait en anglais, en espagnol, en arabe, c'était la prochaine étape, la langue française, pas seulement pour la France, mais aussi pour les pays francophones. Donc Belgique, Suisse et aussi les pays d'Afrique. Voilà, donc on a commencé à travailler sur les lancements. Et j'ai déjà senti une façon de, je ne vais pas dire résistance, mais la problématique. Quand on dit que c'est une chaîne qui est sponsorisée par la Russie, évidemment, il y a eu les organismes qui ne voulaient pas du tout nous accueillir. Et je peux commencer par le quartier général d'Emmanuel Macron, pendant sa campagne électorale, qui ne voulait pas accréditer nos journalistes, même si la chaîne n'est pas encore été lancée. Donc en fait, on n'a produit aucun contenu, on a diffusé aucun contenu, on a eu juste un petit site web avec une dizaine de journalistes qui sont commencés à préparer en fait la plateforme. C'était en 2017 en fait. Exactement. Ouais, en fait, l'histoire date un peu plus avant. Il y a eu une décision de créer une chaîne en français en 2014. Mais en fait, et c'était la première fois que je suis venue en France et je commençais cette processus pour avoir la licence. Mais en même temps, il y a eu une crise financière aussi et la rouble a vraiment chuté. Et comme RT était financé évidemment par les roubles, donc on a vraiment perdu une partie de notre budget. Et pour ça, la direction de la groupe a décidé de mettre en hold. Et en fait, je suis partie en Allemagne. En Allemagne pour diriger cette agence de presse qui s'appelait Raptly en attendant. Et en fait, oui, la décision pour recommencer, c'était, je pense, la fin de 2016. Et en 2017, je suis venue en France pour la deuxième fois et pour lancer la chaîne. Et donc, comme je dis, même avant que la chaîne ait été lancée, on a déjà senti une façon de... je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'était. En fait, ce n'était pas clair pour moi jusqu'à le moment où je suis allée à Versailles pour la couverture des visites de Vladimir Poutine et son première rencontre avec Emmanuel Macron. Et je parle en détail de cette situation dans mon livre, très intéressante, où je pose la question à Emmanuel Macron, et en fait, son réponse était hyper violente. Il a dit, brièvement, il a dit que RT n'était pas une chaîne, mais c'était un outil de propagande messagère. Et ça m'a vraiment étonnée, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé d'Emmanuel Macron, ni sa vie privée, ni Macron Leaks, par exemple. À l'époque, c'était un sujet assez chaud. On a décidé de ne pas en fait, aborder, parce que comme on n'a eu pas toutes les preuves, et pour nous, déontologie, c'était hyper importante. Je ne voulais pas commencer une chaîne par diffuser quelque chose qui n'était pas vérifié. Et donc, moi j'étais étonnée. On n'a jamais réussi n'importe quelle réponse. Pourquoi les journalistes étaient interdits? Qu'est-ce qu'on a fait, en fait, pour mériter ce genre de discrimination? Et pendant tous ces 5 années de travail, c'était toujours la même chose. Aucune accréditation à l'Élysée, aucune accréditation au ministère des Affaires étrangères. En fait, toutes les institutions liées aux présidences de la République, pour nous, c'était fermé. Bon, ça ne nous a pas empêché de faire la couverture, parce qu'évidemment, il y a des images par les agences, on l'a pris, et on a toujours eu, à mon avis, une chaîne équilibrée, avec plusieurs points de vue, diversité, etc. Donc voilà, donc c'est ça c'était le début, et après c'est devenu même pire avec ce qui est passé en 2022. Et à mon avis, l'idée de fermer notre chaîne, c'était déjà Emmanuel Macron, il a eu déjà avant. En fait, pendant ses discours, il est revenu sur le sujet des RT, où il n'était pas content qu'on continue de travailler. Il n'était pas content que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'était plutôt nous,
en première et BFM derrière. Donc il a eu cette façon de... Il a envoyé les messages partout. Et il faut dire que la CSA nous surveillait beaucoup, l'ARCOM, et il a eu plusieurs tentatives de nous sanctionner. En fait, ils ne sont jamais sanctionnés parce qu'ils n'ont jamais trouvé une raison pourquoi on doit être sanctionné. Et la seule chose qu'on a eue, c'était une mise en demeure pour un sujet... C'était à propos de la Syrie, c'est ça? C'était juste une partie d'une interview. Vous savez, quand vous avez les interviews en langue étrangère, et ça, on parle d'un dialecte syrien que personne n'a compris dans notre newsroom, notre rédaction. En fait, on n'a jamais manipulé les mots. C'est exactement ce que monsieur, je pense que c'était monsieur, que la personne a dit. Mais en fait, il s'est trompé de placer la traduction sur la bonne image. Donc, c'était vraiment pas une erreur de traduction, une manipulation, c'était juste un problème de son sonore et les images. En fait, ça arrive partout, dans chaque newsroom. On voit ça tout le temps sur France Télévisions. Moi, comme je parle anglais, allemand et russe, de temps en temps, je vois que les images et les sons ne matchent pas, ça ne colle pas. Mais pour une raison ou une autre, l'ARCOM ne sanctionne pas ces chaînes pour ça. Nous avons eu une mise en demeure. Bon, ce n'est pas une sanction, mais quand même, c'est après l'avertissement et avant les sanctions, c'est en milieu. Voilà, donc pour moi, l'ARCOM ne pouvait pas fermer notre chaîne parce qu'ils ne sont pas trouvés une base légale. En revanche, l'Union européenne, Ursula von der Leyen, profitait le début de conflit en Ukraine pour sanctionner notre chaîne. Comment ça s'est passé justement? Parce qu'on arrive en 2022, donc c'est pas arrivé immédiatement après le début du conflit. Si. Comment ça s'est passé en fait, ça a commencé déjà avant le début parce qu'il y a eu beaucoup de couverture, vous savez, sur les armées russes qui étaient dans les frontières. Oui. Il y a eu beaucoup de conversations. Les troupes qui s'amassaient. Exactement. Donc, il y a eu beaucoup de conversations autour de nous aussi parce qu'il y a eu les experts, plutôt les experts des plateaux de télé qui ne voulaient pas que RT France continue une diffusion parce que chaque fois, pour eux, la problématique c'était qu'on a donné pas seulement les paroles à l'OTAN ou à l'Union européenne ou à Macron ou à l'Ukraine, mais on a aussi donné la parole à la Russie. Et pour eux, c'était inacceptable. Donc, pour nous, les journalistes, c'est évident qu'il faut absolument avoir un équilibre. Il faut parler de tout point de vue. C'est ça le journalisme. Mais en fait, pour ces experts-là, c'était inacceptable. Donc, il y a eu les appels d'interdire notre chaîne, même avant que le conflit était déclenché. Et quand en fait, oui, c'est commencé, Ursula von der Leyen fait plusieurs remarques qui sont en train de travailler pour fermer notre chaîne. Donc on était, chaque jour pour nous, c'était comme la dernière. On a commencé de se préparer parce qu'on ne savait pas ce qui va passer. Donc nos journalistes, par exemple, on a décidé qu'ils font un message pour les spectateurs dans le cas où, aujourd'hui ou demain, notre chaîne sera fermée. Ils sont enregistrés un message et bien sûr qu'il y en a eu un espoir que ça n'arrive pas, mais si, ça nous est arrivé. Donc la première sanction est tombée en 2022. Après, ce qui est intéressant, l'Union européenne n'était pas prête de complètement fermer notre chaîne, donc ils se sont dit, vous n'avez pas le droit de diffuser en France et en Europe, en revanche, vous pouvez continuer votre travail. Ce qui était déjà hyper compliqué pour nous, parce que pas seulement ça fait peur à beaucoup de journalistes qui travaillaient pour nous, donc on a perdu plusieurs qui voulaient partir parce que c'était devenu un peu trop. Après, il y a eu les harcèlements sur les réseaux sociaux, il y a eu ces experts qui ont insulté les journalistes d'RT France pour les dire qu'ils s'est vendu en Russie, etc. Donc la situation était assez tendue. Mais en revanche, je me suis dit, bon, si on a le droit de continuer, et il y a toujours les pays francophones dans le monde, et pas seulement en France, en Europe, on va continuer à créer le contenu. On va essayer Vous ne de... pouviez pas diffuser en France?
On ne pouvait Et pas. en Belgique, j'imagine. Non. Mais vous pouviez diffuser en Suisse ou au Côte Exactement. d'Ivoire. Exactement. Et donc moi je me suis dit, bon, pour l'instant on a toujours la possibilité de créer les contenus. J'ai mon équipe. Bon, on a perdu plusieurs journalistes, mais la majorité est restée. Et je ne voulais pas fermer la chaîne parce que je savais que pour beaucoup de journalistes qui travaillent pour moi, ils ne pouvaient pas se permettre d'aller en chômage. Donc en fait, c'était juste inacceptable de tous les côtés. Donc on a continué, mais c'était hyper compliqué pour nous parce qu'en fait, à partir de la pression est devenue beaucoup plus forte jusqu'à le moment où nos comptes étaient gelés. Vos comptes bancaires. Bancaires, ouais. Et ça, c'était vraiment la fin parce que même si on a travaillé avec les trésors publics pour dégeler les fonds pour payer mes salariés, les prestataires ne voulaient pas continuer parce que c'était hyper compliqué de les payer. En un moment, on n'a pas eu l'assurance pour le bâtiment. Donc finalement, le 7 avril, si je ne me trompe pas, 2023, le tribunal de Nanterre a prononcé la liquidation de RT France. Même si on a eu les journalistes, les syndicats de RT France qui étaient contre la fermeture, ils ont prononcé la liquidation et à ce moment-là, c'est le liquidateur qui a pris les mains sur l'entreprise et licencié tous les salariés. Donc, ce qui est important à dire, c'est qu'on n'était pas d'accord avec les décisions de l'Union européenne. Et on a fait une procédure contre l'Union européenne. Dans la première procédure, c'est devenu clair que l'Union européenne n'avait aucune confirmation, n'importe quelle fake news ou propagande ou n'importe quoi qui pas marché en fait. Et ils ont dit une phrase qui m'a choquée profondément. C'était, si je ne me trompe pas, c'était les représentants de l'Union européenne qui a dit on ne peut pas permettre à une chaîne comme RT France de parler aux Européens pendant le temps où leur opinion est en train de se former sur le conflit ukrainien. Donc, ils ont fermé notre chaîne avec une façon préventive. Et ça, je pense que ça reste toujours un cas pour les avocats de regarder, parce qu'il n'y a eu aucune base légale, c'est une décision politique. On a fait un appel, mais malheureusement, comme RT France a été mis sous liquidation, le liquidateur a décidé d'arrêter ces procédures. Et même si je l'ai demandé avant, à plusieurs reprises, de garder cette procédure, parce que c'est très important pour l'honneur de nos journalistes. C'était la première procédure qu'il a décidé d'arrêter. D'accord. Et c'est ça, donc c'est ces événements-là qui vous décident, enfin qui vous poussent à écrire le livre qui va sortir là au début du mois de mars. Comment naît cette idée dans votre esprit et comment elle a fini par se trouver couchée sur du papier? Ah bah, vous savez, ce n'était pas une décision difficile de décider de créer un livre. Ce qui était difficile, de revivre tout ce qu'on a vécu, en fait, quand je commençais à l'écrire. Pour moi, je pense que la première raison pourquoi, c'est parce qu'il y a un énorme j'oublie les mots, entre comment la France se présente dans le monde entier et comment ça marche vraiment à l'intérieur. Il y a un énorme gap, énorme différence. Quand on écoute Emmanuel Macron ou les politiciens qui travaillent avec lui, il nous semble qu'il a beaucoup de liberté. Mais en fait, il n'y a aucune liberté, surtout pour les journalistes qui veulent parler de sujets qui ne sont pas vus comme les bons sujets par l'État, mais aussi par les médias traditionnels, mainstream, comme on dit. Et moi, j'ai vu ça à plusieurs reprises, même avant le conflit en Ukraine, avec les Gilets jaunes, par exemple. Comme les Gilets jaunes étaient traités en tant que mouvement par les médias généralistes et comment c'était traité, en fait, par les médias alternatifs. Pour moi, je pense que parler de ces choses, c'est très important parce que la situation s'aggrave.
bien sûr que c'est commencé avec Arte France, mais on voit aujourd'hui que ça continue avec C8, ça peut continuer avec les autres. À mon avis, c'est que le début, donc il y a une censure qui est en marche. Et j'ai l'impression que les Français comprennent ça, mais en fait, quand on regarde la télé, on lit les journaux traditionnels, tout va bien. Et ça, c'était la première raison pourquoi je voulais parler de ça. Bon, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu ne parles pas de problèmes en Russie, pourquoi tu ne parles pas du manque de liberté d'expression en Russie? Bah, juste pour une seule raison, que je n'ai jamais vécu interdiction de telle genre de façon en Russie, que j'ai vécu ici, pour aucune raison. Et je pense qu'il y a des problèmes avec les libertés d'expression un peu partout aujourd'hui, dans tout le monde, pas seulement en France, en Europe, aux États-Unis. On a vu ça avec la couverture des élections de Donald Trump. Et pour moi, je pense qu'il faut parler de ces sujets. Mais en France, c'est particulier, c'est hyper violent. Si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne générale, soit vous êtes complotiste. Si vous parlez de sujets pendant les crises sanitaires, c'était impossible de dire un mot contre la mesure qui était prise par l'État ou contre les vaccins, par exemple, Pfizer, qui était monopoliste. Vous ne pouvez pas toucher le sujet qu'il existe d'autres vaccins dans les marchés. Vous estimez que c'est plus large que la simple réaction au conflit en Ukraine? Qu'en fait, c'est plus profond que ça? Bien sûr. Le conflit en Ukraine, ça montre vraiment le niveau de cette... Je vais utiliser les mots propagande. Parce que si on regarde par exemple une chaîne qui s'appelle LCI, depuis le début du conflit, et jusqu'à maintenant même, elle a qu'un point de vue présenté. De temps en temps, il y a les experts qui essaient de dire quelque chose contre un mot de ligne générale éditoriale, mais c'est minuscule. Et non, c'est dramatique, à mon avis. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que c'est lire, c'est pour en fait parler de la situation un peu de côté. Je ne suis pas française, je suis russe, mais je pense que je vois les choses un peu plus clairement, surtout parce que je l'ai vécu, pour parler de la situation d'aujourd'hui. Et je pense que ça peut être intéressant pour les lecteurs. Regardez jusqu'à quel niveau les systèmes essaient de corriger le discours. Vous nous avez évoqué les événements entre 2017 et 2023 qui ont conduit d'abord à la naissance et au développement de RT, puis à sa fin, sur fermeture administrative en fait, ce qui correspond peu ou prou au récit que vous relatez dans votre livre, qui, je rappelle aux téléspectateurs, sort le 5 mars, hein, donc banni aux éditions Fayard. Maintenant, j'aimerais vous avez beaucoup évoqué les experts, enfin c'est le terme que vous utilisez, et le fait que, avant même que la chaîne soit sortie, ouvre ses portes, avant même d'ailleurs que votre livre ne soit sorti, que ça a suscité tout de suite la méfiance, des critiques acerbes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème, vous l'avez déjà plus ou moins dit, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec l'opinion en France? Est-ce que l'opinion, la liberté d'opinion est aussi bien garantie qu'elle pourrait l'être? Je pense qu'il y a un problème avec ces façons d'infantilisation des Français par les journalistes et par le média mainstream. Je pense qu'ils sont ils sont sûrs qu'ils ont le droit de décider pour les Français quelles sources de regarder, quelle chaîne de regarder, quel livre de lire, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un problème avec ça. Je pense que chaque fois, il y a quelqu'un qui essaie de parler d'autres points de vue ou d'aborder un sujet qui est un sujet sensible, les journalistes mainstream, comme on dit, prennent ça comme une menace pour leur vision du monde et l'attaquent. Et en fait,
ce qui est arrivé à notre chaîne à l'époque, mais ce qui arrive aujourd'hui à moi-même en tant qu'Irus et qui est auteur d'un livre. Le livre n'est pas encore sorti, mais j'ai déjà vu les critiques et les appels à interdiction de ce livre. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu les appels et les échanges entre les experts et même les députés macronistes qui échangeaient pour dire ouais, voilà, il faut quand même essayer d'interdire parce qu'il y a probablement la propagande. Donc il y a cette idée que si vous êtes russe et vous êtes contre la guerre, et vous voulez, moi je veux bien en tant que russe et plus une personne, je veux que cette guerre arrête, je veux qu'il y ait un accord de paix. Mais quand je regarde le discours des politiciens officiels, les experts sur les plateaux télé mainstream, il me semble qu'ils ne sont pas contents avec le fait qu'il y ait finalement un échange direct entre Poutine et Trump, entre les États-Unis et la Russie, et en fait qu'il y a un discours autour de ces accords de paix potentiels. Donc ça m'étonne. Je pense que absolument il y a un problème, et ce problème, il y a une forte chance que ça ne commence pas seulement sur les plateaux de télé, mais peut-être que ça commence même avant, dans les écoles, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une machine de laver du cerveau encore. Et moi, je peux vous dire qu'en tant qu'Russe et en tant que quelqu'un qui vient de l'Union soviétique, même si j'étais très jeune quand l'Union soviétique est tombée, quand même, mes parents étaient soviétiques, et on a vécu son façon de propagande et l'information qui était assez censurée. Et je pense qu'on est vacciné de tout ça. Aujourd'hui, les Russes, ils regardent tous les points de vue différents, plusieurs sources, et ils font leur propre opinion avec les sources différentes. En tant qu'en France, vous avez le droit seulement de regarder une seule direction, qui est la direction de l'État, de Quai d'Orsay. Et en fait, tous les journalistes continuaient, presque tout, hein, je ne veux pas généraliser tout, parce qu'évidemment qu'il y a des journalistes qui sont libres et courageux et aussi très attaqués. Mais en général, si on parle des grandes audiences, c'est ça. Et vous estimez que ça concerne uniquement la Russie, ou du moins, alors directement ou indirectement, des journalistes de nationalité russe ou des journalistes qui travaillent pour une entreprise russe? Est-ce que vous estimez qu'il y a un deux poids deux mesures en fait, et que lorsqu'on vous accuse d'ingérence, je ne sais pas si vous vous en défendez ou pas, vous avez dit tout à l'heure que vous avez toujours reconnu que RT était financé par... C'est transparent depuis le début, oui. Est-ce que vous pensez que par ailleurs il y a d'autres ingérences qui, elles, ne sont pas condamnées ou contestées? Absolument. Regardez les États-Unis, surtout les États-Unis sur Biden. On peut parler de l'USAID, d'argent qui était injecté partout dans le monde, hein, pas seulement en France. J'ai vu quelques reportages, mais je ne suis pas sûre, mais partout dans le monde, les États-Unis injectent d'argent dans les médias indépendants. Et pour moi, il y a une ingérence par les États-Unis un peu partout, sauf que ça c'est permis, évidemment. Après, il y a des accusations d'ingérence de la part de la Russie, quand par exemple, il y a les comptes sur les réseaux sociaux qui sont alliés à la Russie. Je pense que la dernière accusation, c'était en Roumanie. Une situation assez extraordinaire, en fait. Et c'était bien évoqué par le Premier ministre américain. Est-ce que c'était le Premier ministre américain qui a dit peut-être pas... Le vice-président? Pardon, oui, le vice-président. Ou c'était un autre, mais quelqu'un a dit une très bonne phrase. Oui, c'était lui. Si votre démocratie peut être menacée par plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que votre démocratie n'était pas forte depuis les débuts. Je pense qu'il
il y a des deux points de mesure partout, évidemment. Mais moi, en tant que russe, je sens beaucoup cette discrimination anti-russe, on peut dire ça, discrimination. Et évidemment que pour moi, ce sujet est beaucoup plus proche que les autres. Mais oui, ça existe partout. Mais au quotidien, vous le ressentez Ah, bien sûr. Je pense que moi, c'est un cas assez particulier. Comme j'étais la patronne d'une chaîne qui était sponsorisée par la Russie, évidemment que j'étais un peu plus dans les lumières que les autres. Mais moi, je parlais avec des amis russes et j'ai lu aussi quelques témoignages de Russes qui habitaient en France depuis 20 ans, 30 ans, qui étaient complètement discriminés au niveau de travail, au niveau des études, dans les universités, le moment où le conflit a commencé. C'est quand même extraordinaire. Je ne me souviens pas que CNN était fermé quand les États-Unis ont envahi l'Irak. Je ne me souviens pas qu'il y a une chaîne qui était fermée à cause d'une guerre. Mais ici, oui. Et c'est-à-dire qu'il y a une très forte lobby atlantiste. Et on verra ce que ça donne avec la nouvelle administration. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que les États-Unis vont beaucoup changer leur politique étrangère. Je pense que ce que fait les États-Unis plus fortes, ils vont continuer à le faire, si nécessaire, avec beaucoup d'argent ou autre. Sauf qu'avec Trump, il y a un vrai espoir qu'il va arrêter de dépenser d'argent partout, et surtout en Ukraine. Essayons d'ouvrir la discussion à l'avenir. Donc, déjà, qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous espérez que ce livre va permettre je dis pas, sans aller jusqu'à dire lancer l'alerte, mais au moins de prévenir la dégradation de la situation? Franchement, je n'attends pas beaucoup de choses à changer à cause ou grâce à mon livre, mais je pense que ce livre peut donner une food for thought, comme on dit en anglais, une raison pour réfléchir, pour ceux qui veulent réfléchir, en fait. Et je pense que mon histoire montre une partie de ces problématiques. Mais c'est assez révélante, eye-opening, révélateur, voilà. Franchement, oui, c'est toujours un peu compliqué, mais je travaille dessus, parler sans faute. Et d'ailleurs, est-ce que il y a effectivement, vous l'avez évoqué, l'éventualité d'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie semble se profiler à l'horizon. Est-ce que vous pensez que cette situation, je parle là spécifiquement à l'égard de la Russie ou des ressortissants russes, va demeurer dans le temps même après la fin du conflit? Est-ce que vous pensez que... parce que la France a une attitude assez... enfin, en tout cas, la France ou les Français ont une attitude assez ambivalente. Il y a quand même des marques. Alors, nous sommes à Paris, donc il y a un accord. Enfin, il y a le centre franco-russe. Il y a quand même... Je veux dire, il y a un tissu en fait de relations franco-russes qui n'est pas négligeable, qui est même plutôt fort. Et il y a une attitude assez ambivalente à la fois de proximité et de méfiance. Est-ce que vous pensez que la fin du conflit va permettre, alors d'abord pour vous, éventuellement, si vous l'avez envie, de relancer un projet de chaîne, disons, russe, ou est-ce que vous pensez que c'est fini, que ça n'arrivera jamais? Pour répondre à la première partie de votre question, je pense que les relations entre la Russie et la France sont profondes. Historiquement, culturellement, je pense qu'on a beaucoup plus de choses en commun que, par exemple, à mon avis, que vous et les Américains. En revanche, sous cette présidence aujourd'hui, et peut-être même un petit peu avant, Macron, il a eu ce sentiment que les Russes ne sont pas les amis. Ce qui est dommage, en fait. Mais j'espère et je pense que éventuellement les relations entre nos pays vont s'améliorer. Parce qu'il y a quand même un grand amour pour la France en Russie. Même aujourd'hui, si vous allez à Moscou, vous êtes bienvenus.
vous êtes très bien accueillis, il n'y a aucun problème. Je pense que les Russes font les distinctions entre l'État, les politiques et les peuples. Et en fait, ça me donne un espoir. Pour le côté de relancer Arte France, je ne pense pas. Je pense que cette confiance, surtout en Europe, pour l'Europe, du côté de la Russie, c'est cassé. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour rétablir les liens profonds, surtout sur business, mais je pense que je ne vois pas, même si je ne travaille plus pour RT, je touchais les micros, je ne travaille plus pour RT parce qu'après les fermetures de RT France, je ne pouvais pas continuer. C'était vraiment traumatique pour moi de vivre tout ce qui m'est arrivé. En plus, j'étais intimidée par l'État, je n'en ai pas parlé, mais j'étais interrogée pendant des heures après la fermeture de RT France. Je n'étais pas prête de continuer à lancer un projet en Afrique, par exemple, c'était pas ce que je voulais dire. En fait, j'ai compris que pour moi, écrire ce livre, c'était mon façon de clôture, psychologiquement, de cette histoire. Donc, fermer cet épisode. Fermer, un peu tourner la page aussi pour moi. Et juste pour revenir, je ne vois pas les dirigeants de la groupe RT investir beaucoup d'argent en France après tout ce qu'on a vécu. Je ne vois pas ça. Après, on verra comment ça va dérouler. Parce que là, si je ne me trompe pas, vous animez un magazine sur C8, c'est ça? Alors, oui, c'est un projet qui m'a touchée beaucoup parce que c'était une toute petite émission, 10 épisodes que je lançais, dirigée, créée et lancée grâce à C8. C'est les petits épisodes sur les églises orthodoxes en France et en Europe. Ça n'a rien à faire avec les news ou ce que je faisais avant, mais ça m'a beaucoup touchée et je suis très reconnaissante à C8 de me donner cette belle opportunité. Aujourd'hui, de temps en temps, je suis sur CNews et je parle un peu de news internationales. On a une émission qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, chaque jeudi. Et je fais aussi de temps en temps les articles dans GDD News, où je parle de sujets qui sont vraiment importants pour moi, comme la liberté d'expression. Je parlais de la commémoration de la libération d'Auschwitz et pourquoi la Russie n'était pas invitée. Donc ça me permet de continuer en tant que journaliste aujourd'hui sur les sujets que je trouve importants. Après, on verra ce qui se passe après. Mais pour l'instant, je suis vraiment très, très contente déjà de faire ce que je fais avec les articles, avec mon livre et avec l'émission. Maintenant, vu la situation, en fait, vu la situation autour de la liberté d'expression, de la censure, même dans les cas extrêmes, des atteintes à la liberté d'opinion, qui effectivement, vous l'avez dit, sont assez généralisées. Est-ce que vous pensez que tout, en fait, et finalement vous en êtes un exemple, tout ça a abouti vraiment et atteint vraiment son objectif, dans le sens où vous avez parlé de médias mainstream, médias alternatifs. Au fond, les gens arrivent toujours à contourner ce genre de mesures. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est toujours voué à l'échec et que finalement le message de votre livre finira par l'emporter? Je ne sais pas. Je pense que contourner, c'est pas assez facile. Par exemple, RT en français continue à être diffusé depuis Moscou. Après les fermetures de RT France, c'est notre équipe, mais ils sont là, ils sont disponibles pour les pays extérieurs de l'Union européenne. Et pour les regarder, c'est possible de contourner les sanctions par un VPN, mais pas beaucoup de monde font ça. Je pense qu'aussi il y a une forte façon de pression et des menaces, de peur pour ceux qui osent de contourner quelque chose ou même prononcer les discours différents. Et il existe cette façon de name and shame, ce qui est très important, qui était utilisé à l'époque et c'est utilisé aujourd'hui. Vous avez les gens, les experts qui osent toucher un sujet qui n'est pas
bien pour la ligne générale, ils sont tout de suite décrédibilisés. Pas seulement par les journalistes, mais aussi par les réseaux de gens, des experts sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais un peu la victime parce que quand je annonçais que je sors mon livre, la même nuit, ma page Wikipédia a été changée. Et la personne qui l'a changée, elle a créé son compte juste pour ça. Elle n'a jamais créé les autres articles. Et en fait, je suis devenue une agent des Kremlin reconnue au sein de Canal+. Et en fait, ils font ça avec chaque personne, pas seulement qui est journaliste ou pas, étrangère ou pas, mais aussi même avec les gens, les politiciens qui, par exemple, les considéraient comme droite ou souverainistes, ou qui ne répondent pas à cette idée de l'État un peu globaliste, un peu européiste, je peux dire. Je l'ai vu, comment ils changent les pages de Wikipédia et comment ils attaquent ces gens-là. Donc je pense que ce n'est pas assez facile de résister à cette pression qui est assez bien dirigée, je pense. Et les gens qui attaquent les autres comme ça, ils sont aussi très bien connectés. Par exemple, je suis sûre, ça peut être un peu, ça peut entendre un peu complotiste, mais je suis sûre que les gens qui changent les Wikipédia, ce sont les fact-checkers qui sont sur les réseaux, ce sont les journalistes qui sont sur les médias mainstream, sur les plateaux télé, ils échangent cette information, ils créent une image des personnes pour les décrédibiliser. Donc, et vous pensez qu'ils le font par idéologie ou ou au contraire qu'ils ont un commanditaire? Je pense que les deux. Je pense qu'il y a ceux qui prennent de l'argent pour ça, c'est ce qui est pour l'argent. Il y a ceux qui sont complètement par l'idéologie parce qu'ils sont sûrs que c'est ça le seul moyen de faire. Mais finalement, la façon comment ils font, c'est quand même violente. C'est quand même, il faut regarder. Il y a eu un compte qui s'appelait Sleeping Giants à l'époque, je ne sais pas si vous le... Bon, ils ont harcelé beaucoup de personnes sur les réseaux, mais comme elle était anonyme, c'était impossible de dire qui est dernière. Et Arte France, qui était la victime de ce harcèlement, a commencé une procédure contre eux. Et en fait, après la liquidation, j'ai appris que Arte France a gagné. Sauf que ils ne sont jamais relayés qui sont derrière. Et les liquidateurs ont décidé de ne pas se poursuivre. Mais je sais qu'il attaque surtout, comme il n'y a plus RT France, il attaque surtout les comptes qui considéraient à droite, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment un network de gens qui font le travail chaque jour et peut-être même financés par les fonds USAID, on ne sait jamais, ou les think tanks. Ce que je sais, c'est que, par exemple, le fact-checker Conspiracy Watch, je suis sûre que vous savez ça aussi, est sponsorisé par les fonds de Marianne et ça fait un peu quand même un scandale. Oui. Ou vient d'argent de... Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a de problèmes pour vous à régler, les Français, évidemment. Et si je peux juste parler un petit peu de mon côté et de raconter mon histoire, qui peut donner une petite partie de cette image globale, ça sera déjà bien pour moi. Bien, on a hâte, en tout cas, d'être le 5 mars pour pouvoir vous lire. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci beaucoup. Et j'espère aussi que tous nos téléspectateurs ont apprécié votre venue. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir nos autres formats, nos autres interviews franc-parler, celles du passé et celles qui viendront, parce que nous n'allons pas nous arrêter là. Je vous invite tous chaleureusement à aimer, commenter, partager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci d'avoir invité.